Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 19h. François Hollande sort de son silence. Il réaffirme son opposition à la gestation pour autrui, alors que la circulaire Taubira sème le trouble à l'Assemblée nationale. Depuis 5 ans, de nombreux sénateurs y sont pourtant favorables. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Le marché de l'automobile en chute libre, le secteur très sinistré démarre l'année par une baisse des ventes des voitures neuves de 15%. Bien se loger devient un luxe, une fois de plus. La Fondation Abbé Pierre dresse un constat alarmant. Le mal logement concerne désormais 3,5 millions de personnes en France. Nous en discuterons dans ce journal avec nos invités, dont la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, ancienne secrétaire d'État au logement. Dans quelques heures, le chef de l'État s'envolera pour le Mali afin que les Africains viennent le plus vite possible. 3 semaines, jour pour jour, après le début de l'offensive militaire, François Hollande rencontrera le président malien par intérim, Dioncoura Traoré, avant de se rendre à Tombouctou. Sur le terrain, Kidal, dernière grande ville du Nord, est en passe de tomber sous le contrôle des armées maliennes et françaises. Le point sur la situation avec Mélanie Bontemps. Après Diabali, Gao et Tombouctou, c'est à présent la région de Kidal qui focalise toutes les attentions des forces françaises et maliennes. La France contrôle l'aéroport de la ville. Une unité de reconnaissance malienne est également arrivée hier. Prochaine étape, le désert et les montagnes au nord du pays, zone de repli des islamistes. Les troupes françaises procèdent depuis plusieurs jours à d'importantes frappes aériennes dans la région d'Aguelok. C'est non loin de là, dans le massif des Ifoghas, que se trouveraient les 7 otages français. La France doit cependant s'attendre à y trouver plus de résistance de la part d'ennemis familiers de cet immense territoire désertique. À la veille de la visite sous très haute sécurité de François Hollande au Mali, la guerre engagée sur ces terres africaines entame une nouvelle phase, plus incertaine. La dégringolade se poursuit pour le secteur automobile. Les ventes de voitures neuves en France ont chuté de 15% en janvier. Les constructeurs français ne sont évidemment pas épargnés. Pour preuve, le plan social chez PSA, Cécile Sixou. Du jamais vu depuis 16 ans, ce mois-ci, le marché automobile touche le fond. Les voitures neuves n'attirent plus les ménages français touchés par la crise. Lorsqu'il y a une grande incertitude sur l'emploi, sur les revenus futurs, les ménages réduisent leur consommation en biens durables et particulièrement en automobile, parce que l'automobile c'est cher et qu'on peut toujours prolonger un peu la durée de vie de sa voiture. Les industriels français font les frais de cette dégringolade. En un an, PSA affiche une baisse de 17%. Quant à Renault, elle limite les dégâts avec une chute de 7,4%. Peugeot, Citroën arrivent actuellement avec une gamme de voitures un peu vieillissante. Et puis surtout, ce qui progresse chez Renault, c'est les petites voitures pas chères, en particulier Dacia. Même constat pour les constructeurs étrangers comme l'allemand Volkswagen et l'américain Ford. Le seul à tirer son épingle du jeu, c'est le coréen Hyundai. Il enregistre une hausse de 21% de ventes grâce notamment à ses voitures à bas coût. Des primes moins intéressantes à l'achat depuis le 1er janvier, comme le durcissement du barème du bonus-malus, expliqueraient aussi ces mauvais chiffres. Beaucoup craignent toutefois qu'ils soient annonciateurs de la tendance 2013. C'est une situation qui se dégrade d'année en année. Le mal logement en France se généralise et s'inscrit dans la durée. C'est le constat alarmant de la Fondation Abbé Pierre. Avec ce 18e rapport annuel, 10 millions de Français sont touchés par la crise du logement, dont 3,5 millions qui n'ont pas de logement ou sont mal logés. Et avec la crise, de plus en plus de locataires ont du mal à régler leur loyer. Reportage de Mathilde Bélanger. Dans cette agence immobilière parisienne, c'est une situation qui n'a plus rien d'inhabituel. Les cas de loyers impayés sont de plus en plus fréquents. Selon la Fondation Abbé Pierre, ils ont augmenté en 10 ans de 57% dans le parc social et 82% dans le parc privé. Alors là, j'ai un exemple à vous proposer. C'est un impayé qui remonte à il y a à peu près un an. La dette globale est de 14 000 €. Pour un loyer de 934 €, le locataire n'arrive plus à payer son loyer parce qu'il a perdu son emploi et qu'il n'arrive tout simplement plus à faire face. Il y a des difficultés financières renforcées actuellement par la crise. Et puis il y a aussi une forme de mentalité. Aujourd'hui, c'est plus tellement à la mode
comme ça pouvait l'être il y a quelques dizaines d'années, de faire face à ces obligations. Les bailleurs dénoncent une législation trop indulgente avec les mauvais payeurs qui rendent certaines situations durables. Conséquence, des demandes de garantie toujours plus exigeantes de la part des propriétaires. Autre facteur d'explication, la hausse des loyers qui ne cesse de s'accélérer dans les grandes villes. À Paris, l'an dernier, ils ont bondi de 8,6%. Les loyers n'augmentent pas partout, si vous voulez. On a beaucoup de zones en France où les loyers baissent ou stagnent. Donc on a une situation particulière dans les zones tendues, ça c'est vrai. C'est pas en réglementant les loyers de façon arbitraire qu'on arrivera à une solution. Il faut sans doute favoriser la fluidité dans l'accès au logement. Selon la Fondation Abbé Pierre, les expulsions sont elles aussi en hausse et plus systématiques. 113 000 décisions de justice ont été prononcées en 2011. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, nos invités, Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir, sénatrice socialiste de Paris, ancienne secrétaire d'État au logement. Denis Brunel, bonsoir, vous êtes président de la Chambre des propriétaires. Et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. On a découvert les chiffres de votre rapport annuel. 3,5 millions de Français mal logés, 133 000 personnes SDF, plus de 400 000 personnes hébergées par des tiers. Comment en est-on arrivé là ? Écoutez, on manque de logements en France. On n'a pas assez construit depuis 25 ans. Donc ça crée la situation de tension aujourd'hui. Si on y ajoute le facteur crise économique, depuis 2008, qui fait plonger les personnes dans une situation de fragilité, travailleurs pauvres, chômeurs en fin de droit, et si on y ajoute le troisième ingrédient qui est que le coût du logement n'a cessé d'augmenter depuis 10 ans, flambée des prix de l'immobilier qui double, augmentation de 50% des loyers, flambée des charges, eh bien on a la situation explosive que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on appelle à une intervention publique forte dans tous ces domaines. La construction, d'abord, avant tout la construction, pas n'importe où en plus. Le nombre de logements mis en chantier en France est en baisse constante depuis 2006 à l'exception de 2011. Oui, écoutez, l'objectif du gouvernement, qui est un bon objectif, c'est 500 000 logements construits toutes catégories confondues par an. Cette année, on va être à 340 000. Ça veut dire qu'on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'on n'y arrive pas. Marie-Noëlle Lienemann, se loger aujourd'hui est devenu un luxe ? Oui, enfin, c'est inacceptable de notre République et le constat de la Fondation de l'Abbé Pierre est totalement exact. Simplement, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment on fait. On parle tout le temps de choc de compétitivité, etc. Mais il est urgentissime qu'il y ait un choc pour le droit au logement. Et ce choc, alors il y a des tas de mesures qui ont été prises par le gouvernement qui sont positives, mais il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on aille plus vite. Et il y a des choses où on se voile la face. Dans le rapport de la Fondation de l'Abbé Pierre, il est écrit que quand on fait le bilan des fameux PLH, vous savez, des plans locaux de l'habitat, c'est-à-dire ce que les collectivités imaginent qu'elles vont construire, eh bien on est à la moitié, un petit peu plus que la moitié de ce qui est prévu comme objectif 500 000 ou 150 000 logements sociaux. Absolument. Et donc on a d'un côté des documents d'urbanisme sur lesquels on fait, ou des documents qui font des promesses, etc., mais qui sont à des années-lumière des besoins et ce dont on annonce. Deuxièmement, on sait que les lois, elles sont longues à mettre en place et que l'urgence sociale, elle est immédiate. Donc c'est bien tout ce que prépare Cécile Duflot. Il y a des tas de choses extrêmement positives, mais en attendant la loi, il faut prendre des mesures d'urgence. Je prends un exemple, les fameux 150 000 logements sociaux, qui me paraissent être la priorité de la priorité dans les 500 000. Et qu'en plus, ils soient à des loyers abordables. Parce qu'on fait des logements sociaux beaucoup trop chers souvent. Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Il y a l'argent budgétaire, c'est une chose, mais il faut que la TVA soit tout de suite au taux le plus bas. 5,5 cette année, 5 après. Il faut que les établissements publics fonciers, on les réunisse au ministère, on leur dit combien vous avez de terrain que vous pourriez tout de suite dégager et leur imposer de les dégager. Les institutionnels qui sont historiquement, qui ont déserté le placement dans la pierre, que ce soit les banques, les mutuelles, les assurances, on les met autour de la table, on leur dit soit on fait un accord collectif, soit on fait une contrainte. Au bout d'un moment, on ne peut pas. Et dernier point, le prix du logement, la mesure sur les baux de relocation, très bien, mais moi je pense qu'au point où on en est, sur un certain nombre de territoires, il faut complètement bloquer, non pas le prix des loyers, mais toute hausse, rendre impossible toute hausse des loyers. Mais c'est vrai
que si on veut faire ça, il faut que les propriétaires aient l'assurance. Et moi, c'est pas nouveau, hein, depuis des lustres et la Fondation de C. Je me bats pour la garantie logement universel parce qu'il faut que tout le monde soit en situation. La garantie universelle des loyers, de Guy-Monel, vous allez pouvoir nous en parler, savoir si ça rassure les propriétaires. C'est l'une des propositions, en tout cas l'un des souhaits portés par la ministre du Logement, Cécile Duflot. Je peux faire quelques observations. Je suis d'accord évidemment avec le constat qui a été fait, même une précision. En 10 ans, le coût du logement, le coût de construction a augmenté de 50%. Donc c'est énorme. Mais il faut bien voir qu'à chaque fois qu'on rajoute une norme, à chaque fois qu'on rajoute une contrainte, un nouveau règlement administratif, eh bien, ça se traduit par des coûts. Et ça, peut-être qu'on ne l'a pas pris assez conscience. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, les fameux 500 000 logements objectifs du gouvernement. Ils sont totalement inatteignables s'il n'y a pas le privé. Vous n'y arriverez pas. Le public n'a pas l'argent pour le faire. Vous le savez très bien, le budget de l'État est bon, d'accord ? Or, c'est pas en tapant sur la tête du privé depuis quelques mois maintenant que vous allez inciter les bailleurs privés à investir. Ils sont en train de se retirer. Aussi bien les institutionnels, ils sont retirés depuis un moment. Et Ça fait 20 ans. D'accord, ils n'ont pas envie de revenir. D'accord, non mais ils n'ont pas envie de revenir. Faudra des mesures pour qu'ils reviennent. Et les privés, on est en train de les éliminer. Donc, voilà, vous dites 340 000 logements, je pense qu'on sera nettement en dessous. Et donc, on sera à des années-lumière de l'objectif de 500 000 parce que on a découragé, en tapant sur la tête fiscalement, réglementairement, etc., des investisseurs privés. Trop de contraintes, c'est ce que vous nous dites. Contraintes, fiscalité, règlement. Attendez, permettez, je voudrais répondre sur la garantie de loyer. Est-ce que ça peut... Non, je ne pense pas du tout que ça soit une bonne mesure, parce qu'il n'y a pas de mystère. Ces loyers impayés, il faudra bien que quelqu'un les paye. Hein. Il n'y a pas d'alchimie, on ne va pas faire de l'or à partir de plomb. Donc, il faudra bien... comme ça, hein. Il y a quelqu'un qui a un moment... Permettez, les assurances, c'est pas des bienfaiteurs publics. Le mutualisme également, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des périls à un moment, puis il y en a d'autres qui ont payé, qui n'auront pas de péril, qui ne vont pas bénéficier. C'est un petit peu l'idée. Je ne suis pas contre un système d'assurance, il existe d'ailleurs, ça existe. Alors, il n'est pas obligatoire. Voilà. Alors le rendre obligatoire ne me paraît pas une bonne mesure. Je pense que ce qui serait une bonne mesure, c'est peut-être d'avoir des systèmes incitatifs. C'est-à-dire il faut qu'on mette de l'argent à ceux qu'on a déjà. Eh ben oui. Parce que s'il est obligatoire, ça va être un système régulé par l'État, forcément. Pas du tout. Obligatoirement. Il va être régulé par l'État. Le fait d'avoir une assurance obligatoire n'est pas régulé par l'État. Mais regardez... Vous avez bien une assurance dommage dans vos logements. Regardez l'automobile. Regardez l'automobile. Mais je ne vous parle pas de l'automobile, je vous parle de vos assurances. Vous avez déjà une assurance contre l'incendie. Vous êtes obligé de faire la preuve que vous l'avez. Et c'est une obligation d'assurance. Et elle n'est pas financée par l'État. On n'est pas du tout dans les mêmes montants. On n'est pas dans les mêmes montants, madame. Vous le savez très bien. Alors, ça n'est pas sûr. On va atteindre des montants très importants. Catastrophe naturelle, par exemple, on est bien au-dessus que de ce on va atteindre des montants gigantesques sur les loyers impayés. Il y a des estimations qui ont été faites. Oui, mais quand on va avoir installé l'irresponsabilité, parce que ça sera l'irresponsabilité. N'importe quoi. Pourquoi ce serait quand la sécurité sociale, c'est l'irresponsabilité? Vous voyez bien que je vais prendre des mesures restrictives pour qu'on... parce qu'on a vieilli, parce que grâce à la sécurité sociale, nous avons la longueur de vie une des plus longues d'Europe, monsieur. Ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. C'est exactement la même chose. C'est un droit fondamental où on mutualise le risque. Je pense qu'on a vraiment besoin de tout le monde pour attaquer cette crise du logement. Évidemment que le logement social ne suffira pas. Évidemment qu'il nous faut du logement privé. Sur les 500 000, il y en a 150 000 logements sociaux. Le reste, on est bien pour une partie dans le privé. On est d'accord. Je crois qu'il y a un peu d'idéologie dans la façon dont les choses sont présentées là, parce que on a beaucoup de propriétaires qui nous disent qu'ils n'osent pas mettre leur logement en location parce qu'ils ont peur de l'impayé. On a beaucoup de propriétaires qui demandent des garanties telles qu'un certain nombre de ménages qui bossent, qui travaillent, qui ont un emploi, n'arrivent pas à trouver un logement. C'est ça l'objectif de la garantie des risques locatifs. C'est pas un débat caricatural sur voilà, on va déresponsabiliser. Écoutez, déjà, il y a un changement de regard dans notre pays sur l'exclusion. Je pense qu'on a besoin de tous travailler ensemble dans cette histoire. Alors, trouver les solutions pour qu'il y ait le plus de logements qui soient mis à disposition sur le parc. Qui va payer la garantie? Alors attendez, je vais d'abord vous dire une chose. Vous savez, monsieur, que le privé a aujourd'hui, j'ai fait le rapport sur le budget du logement au Sénat. Il y a 2 milliards d'euros qui sont aujourd'hui dans le budget de cette année pour payer le privé avec tous les avantages fiscaux qu'il y a eu
de Robien, Cellier, etc. 2 milliards. Qui sont en déclin. Ils ne sont pas en déclin parce que l'an prochain, ils vont encore faire 1,7 et que ça va durer 8 ou 10 ans. Ah oui, mais en déclin pendant 5 ans, c'est justement l'argent dont on a besoin pour tout de suite. Et du côté du coup, cet argent, il ne va pas au logement le plus social. Je ne veux pas dire que HLM. Je pense que le secteur privé à vocation sociale doit être très fortement soutenu, une fois qu'on est sûr de financer les 150 000 HLM. Et quand il s'agit de la couverture logement universel ou la garantie logement universel, plusieurs études ont été menées, en particulier par le CNH, qui montrent que si on traite vite les impayés de loyer, c'est aussi l'intérêt de l'assurance. Vous avez toute une série de gens pour qui l'impayé de loyer, si on lui déclenche la capacité d'étaler dans le temps, si on lui déclenche la capacité d'avoir une aide ponctuelle, ne va pas accumuler une dette forte. Et quand vous faites le débours au bout de 2 ou 3 ans, quels sont réellement les impayés qui n'ont pas du tout été payés, parce qu'il y a eu du retard au paiement, c'est pas la même chose que de ne pas les payer, et c'est finalement des sommes extrêmement faibles. Évidemment, si on mobilise aussi les aides sociales qui existent, or dans certains cas on attend tellement qu'on ne peut même pas déclencher les aides sociales tellement les sommes sont importantes. Donc le ministre est en train de faire une estimation globale des sommes, mais il y a 5 à 10 ans, quand on avait fait le chiffrage, on était bien en dessous du milliard en déficit annuel, bien en dessous. Je vous dis que si vous le rendez obligatoire, avec forcément une organisation étatique au sommet, vous pouvez pas rentrer... Obligatoirement étatique. Je vais vous dire une chose, moi personnellement, je pense que les promoteurs, pas les promoteurs, les agences immobilières pourraient avoir une délégation de déclenchement du fonds quand il y a des impayés au bout de 2 mois et qu'on n'est pas obligé de tout étatiser, même si c'est la mission de service public. S'il vous plaît, Christophe Robert, un mot, je voudrais quand même sur l'évolution aussi sociétale de cette crise de logement. On voit que ça a un impact sur l'évolution des familles, sur les familles recomposées lors de divorces, pour les jeunes couples. Oui, en fait, ce qu'on voit, et c'est un des chapitres du rapport de cette année, c'est que la famille a évolué en 20-30 ans, considérablement. Et que la politique du logement, les acteurs du logement dans leur ensemble, ne sont pas adaptés à cette évolution familiale. Le nombre de personnes seules, une ville comme Paris, un logement sur 2 est occupé par une personne seule. Le nombre de femmes seules avec enfants, les familles monoparentales, on a 1/3 des familles monoparentales qui sont sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Parce qu'au moment où il y a la séparation conjugale, on n'a plus qu'un salaire. Et quand on n'a plus qu'un salaire, eh ben c'est la galère pour trouver un logement. Et là, on a pointé dans le rapport des politiques publiques qui doivent évoluer considérablement dans ce sens-là. C'est-à-dire, pour pouvoir à la fois s'adapter, je prends l'exemple de l'hébergement, pour les personnes en grande détresse, eh bien, on a vu ce secteur de l'hébergement se structurer autour des besoins d'il y a 20-30 ans, c'est-à-dire des personnes seules. Souvent, c'était un homme seul qu'on pensait dans la rue, etc. Aujourd'hui, il y a des familles dans la rue. Donc, une adaptation des politiques et aussi la capacité de les protéger au moment où elles basculent. Le nombre de personnes à qui, si on avait donné une petite aide au moment où il y a la séparation, plutôt que la désescalade, qu'elles sombrent dans une situation très difficile, les aider, leur donner un petit coup de pouce, leur tendre la main. Et il y a des expériences qui se font dans certains départements qui marchent très bien. Et Cécile Duflot présentera notamment son projet de loi logement et urbanisme en juin prochain. Messieurs, madame, merci d'être venus sur notre plateau. Discret, très discret, le nouveau parti anticapitaliste tient presque en catimini son 2e congrès à Saint-Denis. Si le NPA arrive à être visible et audible durant les campagnes présidentielles avec des candidats médiatiques comme Olivier Besancenot ou Philippe Poutou, le parti a 3 jours pour faire sa mue. Fabrice Cunet. Au congrès du NPA, on compte les chaises vides, mais surtout, on cherche un second souffle. La gauche anticapitaliste a quitté les rangs. Les militants sont passés de 9000 à 2500 officiellement. 5 ans après sa création, le parti est en crise. Mais pas question de voir dans le front de gauche une bouée de sauvetage. Autant nous on est prêts à débattre, à travailler, à agir dans leurs propos sans arrêt avec le front de gauche et avec d'autres, avec Lutte ouvrière, avec les anarchistes, autant, et ça a été l'objet de notre scission, on est contre rentrer dans le front de gauche pour être un espèce d'appendice de Mélenchon et du PC. Ça, pour nous, il n'en est pas question. La ligne politique est claire. Symboliser une opposition de gauche totale et crédible au gouvernement. Au NPA, on compte sur les mouvements sociaux pour créer un rapport de force et grossir les rangs. Nous, on n'est pas là pour faire la voiture balai. Donc l'idée, c'est pas de faire le pari de l'échec du gouvernement et de ses désillusions pour engranger un maximum de voix au moment des prochaines élections présidentielles. Parce que je peux vous dire que si on raisonne comme ça, il est déjà trop tard. Encore faut-il que le parti ait les moyens de ses ambitions, car faute d'un score suffisant à la dernière présidentielle, le NPA a perdu son financement public. On est dans une situation difficile, c'est vrai, mais la souscription
de 2012, donc qui couvre quand même une année qui a été une année difficile, donne des résultats qui sont meilleurs que ceux de l'année 2011. Le NPA est à un tournant et paye le prix fort de son indépendance revendiquée. La multiplication des conflits sociaux pourrait lui offrir une tribune et peut-être le sortir de son isolement stratégique. La réforme du système bancaire, le statut de l'élu ou encore le financement du cinéma français, tout ce que vous avez manqué cette semaine au Sénat est résumé par Nadia Belromari. Les élus locaux ont été entendus. Lundi, le Sénat a créé un conseil national chargé du contrôle et de la régulation des 400 000 normes qui empoisonnent la vie des élus. Il paraît indispensable non seulement de réguler l'ensemble des flux de normes applicables aux collectivités territoriales, mais aussi de s'attaquer aux stocks existants. Le Sénat a aussi amélioré mardi le statut de ses élus en votant plusieurs mesures comme l'augmentation de l'indemnité versée aux maires des petites communes. Mais la majorité des sénateurs regrette l'absence d'un véritable statut de l'élu. Adopter des mesures consensuelles, des petites mesures si j'ose dire, sans que ce soit péjoratif, qui sont très utiles, qui sont très attendues, mais qui bien sûr ne peuvent se substituer à une réforme globale et ambitieuse comme beaucoup d'élus l'attendent. Pas sûr que les mesures votées suffisent pour déminer le sujet sensible du cumul des mandats. Car ce cumul, c'est pour les élus l'assurance d'une sécurité financière. Il ne faudrait pas que ce projet soit un faux-nez, un mauvais alibi pour tenter de faire avaler le détestable projet du non-cumul des mandats. Les deux textes doivent encore être examinés par les députés. Mercredi, le Sénat a organisé une table ronde sur la séparation des activités bancaires pour préparer la réforme bancaire et financière. Si elle est adoptée, les banques ne pourront plus reporter leur prise de risque sur les particuliers. Mais certains regrettent que cette réforme n'aille pas plus loin. Seule une véritable réforme de la structure des banques est susceptible de protéger la communauté nationale. Cet impératif de réforme est évidemment d'autant plus aigu que l'état des finances publiques ne nous permet plus aujourd'hui de faire face à une crise bancaire du type de celle que l'on connaît depuis 2007. Le texte doit être débattu au Parlement à partir du 12 février. Mercredi, le Sénat a organisé une table ronde sur l'économie du cinéma français. L'occasion de faire le point après la polémique sur les salaires jugés confortables de plusieurs comédiens. Tous ont défendu le 7e art français. Entre producteurs, il y a forcément une inflation parce qu'on se bat pour avoir ces talents-là. Mais la baisse des entrées en salle ou l'ombre du numérique et du piratage fragilise l'économie cinématographique. Autant de questions dont la ministre de la Culture devra se saisir lors des assises prévues en juin. Dès mardi, le Sénat examinera le projet de loi créant le contrat de génération déjà adopté par l'Assemblée nationale. Dans une lettre, le chef de l'État a voulu mettre les choses au point. Il est défavorable à la gestation pour autrui. Une clarification qui intervient alors que la circulaire Taubira envenime les débats du mariage pour tous à l'Assemblée nationale. Alors qu'en est-il au Sénat? Nous accueillons comme chaque vendredi sur notre plateau notre chroniqueuse parlementaire Tam Tranui. Bonsoir. Bonsoir Marie. Le Sénat est, semble-t-il, en pointe sur ce sujet. Effectivement, puisqu'il y a 5 ans, en 2008, un groupe d'études s'est penché sur la question. L'enquête a été menée par la sénatrice socialiste Michèle André et par l'UMP Alain Milon. Après de nombreuses auditions et des déplacements, notamment en Grande-Bretagne, ces travaux ont abouti 2 ans plus tard, en 2010, à 2 propositions de loi, socialistes et UMP, 2 textes qui tous deux visaient à autoriser et à encadrer la GPA. Pour Michèle André, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y en avait déjà pas à l'époque. On l'écoute. Pourquoi avoir peur de ce débat en particulier ? On peut considérer que la question de la stérilité d'un homme peut être traitée par le don de sperme anonyme et la stérilité d'une femme qui est médicale ne pourrait pas trouver de réponse. Voilà, il y a une question de poids et de mesure qui n'est pas la même.
Je précise qu'à l'époque, ces propositions de loi ne visaient que les couples hétérosexuels pour raisons médicales précises. On était à milieu du mariage gay et du débat d'aujourd'hui. Ces textes prévoyaient également un acte entièrement financé par la sécurité sociale. C'était une façon pour les auteurs de contrecarrer l'argument de la marchandisation des corps. Là, pas de location de ventre, les mères porteuses auraient fait une forme de don. Mais alors le Sénat était-il majoritairement favorable à une autorisation de la gestation pour autrui? Eh bien, il y a 5 ans, ces textes avaient recueilli les signatures de 63 sénateurs transpartisans et selon Alain Milon, la Haute Assemblée était majoritairement favorable à ces propositions de loi. Mais voilà, depuis 5 ans, à chaque fois qu'il tente de remettre le sujet sur le tapis, eh bien, il est confronté au refus catégorique du gouvernement d'aborder cette question et ce n'est pas la gauche au pouvoir qui va échanger quelque chose, on l'a vu aujourd'hui. D'ailleurs, comme le reste de l'UMP, Alain Milon est opposé à la circulaire Taubira, cette circulaire qui facilite l'obtention de la nationalité française pour les enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Seulement lui, contrairement à ses collègues de l'UMP, juge qu'elle ne va pas assez loin. Hypocrite par rapport à l'ensemble des familles qui sont dans ce besoin de gestation pour autrui. Il y a celles qui ont les moyens d'aller à l'étranger et qui payent et qui reviennent avec un enfant donc qui pourrait être reconnu à la suite de cette circulaire. Et puis il y a ces familles qui ne peuvent pas aller à l'étranger parce qu'ils n'ont pas les moyens et qui n'ont pas le droit d'avoir ce genre de prestations. Et à mon avis, déjà là, il y a une inégalité, une hypocrisie majeure. Alors faut-il continuer d'interdire en France la gestation pour autrui, sachant que l'Hexagone est entouré de pays qui autorisent la GPA, ou du moins qui la tolèrent? Eh bien finalement, la GPA a fait beaucoup de bruit et cette semaine, elle a monopolisé le débat sans pour autant aborder cette question de fond. Merci Tam. Y a-t-il encore dans les musées français des tableaux volés durant la Seconde Guerre mondiale par les nazis? La sénatrice écologiste du Maine-et-Loire, Corinne Bouchoux, propose notamment de lancer une recherche systématique de provenance des œuvres, car encore aujourd'hui, des tableaux n'ont pas été récupérés par les héritiers des propriétaires spoliés. Camilla Campusano. Des pas fatigués, épuisés par une quête vieille de plus de 15 ans. Francis Varin fouille le passé à la recherche de ce qui lui revient de droit, des tableaux volés à son ancêtre par les nazis en 1940. La première œuvre retrouvée, un Picasso, il s'en souvient comme si c'était hier. C'est un tableau qui était en Allemagne, qui avait été vendu par un marchand allemand. Et quand le propriétaire a su qu'il venait d'une spoliation, il a rendu au propriétaire pour qu'il le rende le plus vite possible aux ayants droit. Le cas de Francis Varin n'est pas isolé. 25% des tableaux volés sont encore perdus. Une commission pour indemniser les victimes de spoliation travaille d'ailleurs sur la question. On est là pour les écouter avant tout et reconnaître en fait ce qui leur est arrivé. Si on retrouve les œuvres, tenter de les restituer. Si on ne les retrouve pas, c'est quand même la majorité des cas, faire une expertise pour estimer la valeur des œuvres d'art afin de pouvoir les indemniser. Indemnité ou pas, les blessures de la Seconde Guerre mondiale ne s'effacent pas pour autant. Il y a des degrés dans l'horreur. Ça, ce n'est pas le plus élevé, mais c'est un témoignage d'un état d'esprit qu'on espère ne plus jamais revoir. Des tableaux volés pourraient donc bien être exposés dans nos musées. Cela ne peut plus durer pour la sénatrice Corinne Bouchoux. Pas de loi en vue, mais des propositions. C'est aussi un enjeu de mémoire, un enjeu éthique. Et lorsqu'on sait ce que certains tableaux sont vendus, lorsqu'ils sont vendus aux enchères, on mesure bien qu'il y a là un enjeu très important. D'ailleurs, certaines maisons de vente font des investigations très poussées et font en sorte qu'aujourd'hui, aucun tableau qui aurait un passé douteux ne soit vendu aux enchères. Donc ce que font des entreprises privées, j'aimerais beaucoup que les musées puissent le faire aussi de façon, on va dire, plus systématique. Des musées qui détiennent près de 1000 tableaux au passé douteux. Parmi eux, 163 sont étiquetés avec certitude, spoliation par les nazis. Et avant de se quitter cette info de dernière minute, les éditeurs de presse français et Google sont parvenus à un accord. Le géant américain lance un fonds de 60 millions d'euros pour soutenir la presse numérique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Christian Jacob, qui est l'invité de Parlement Hebdo. Très bonne soirée sur Public Sénat.
Bonjour, j'ai invité cette semaine Alain Ducasse. Alain Ducasse, le grand chef cuisinier, mais aussi l'entrepreneur, l'éditeur qui édite en ce moment un guide consacré aux restaurants de New York, 150 adresses, et désormais aussi le fabricant de chocolat. Jean-Marie Colombani invite ce soir à 23h sur Public Sénat.